Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Magali Germont. Bonjour Magali. Bonjour Michel. Magali, tu es fondatrice de Lumière Conseil, consultante en éthique des IA. J'ai voulu t'inviter car tu es également déléguée régionale Occitanie Numéum sur l'égalité femmes-hommes dans le numérique et que tu mènes des chantiers pour faciliter l'accueil des femmes dans la tech, notamment à la suite de reconversion. Tu as commencé ton parcours dans la technique en tant que data scientist et tu m'as déjà avoué avoir vécu de nombreuses microagressions au travail. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors pour commencer, Magali, pourrais-tu me raconter la pire situation que tu as vécue au boulot ? Alors, pire situation, disons que j'ai vécu des situations. Et ça semble juste évident à partir du descriptif que tu as donné. Parce que, oui, je travaille dans l'intelligence artificielle. J'ai toujours travaillé dans le monde de la data, de l'informatique et de l'IA. Donc, j'ai pas découvert l'intelligence artificielle il y a 3 ans avec ChatGPT. C'est mon quotidien depuis 15-20 ans. Ça signifie que j'ai toujours été entourée de beaucoup d'hommes. Et donc, forcément, au-delà de ce mot agression, nous avons, quoi qu'il en soit, deux manières de penser, de réfléchir et de communiquer extrêmement différentes. Ce qui fait que ce qui peut être perçu par une jeune femme de la bouche de certains hommes, peut-être que eux ne se rendent pas compte qu'en effet, ça a potentiellement une dimension qui pourrait être une dimension de micro-agression. Alors, je m'explique. Le quotidien, alors aujourd'hui j'ai 44 ans. C'est vrai que mon quotidien, il y a 10-15 ans, jeune fille de 27-30 ans, où forcément, on est face à toujours le premier abord, en fait, souvent des hommes dans le monde du travail, n'a aucun rapport avec les compétences, avec le sujet, il y a souvent un rapport au départ un peu de séduction du travail qui va être autour de vous êtes charmante, c'est agréable de travailler avec vous. Et en soi, surtout quand on est jeune, ça peut être extrêmement déstabilisant. On peut être dès le départ, surtout qu'alors nous les femmes on a des gros soucis de légitimité dans le monde du travail, donc c'est un petit peu déstabilisant lorsqu'on arrive, qu'on est dans un milieu tech en plus, où on va parler vraiment de sujets techniques, de sujets data, où le premier abord ça va être c'est agréable de travailler avec Magali, et c'est vrai que d'un point de vue, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'est des choses qui ont été qu'il a fallu que j'apprenne à réagir par rapport à ça. Et je crois que c'est vraiment du coup le thème en fait de tes interviews et de tes podcasts, c'est comment avoir la répartie qui fait que on va passer au-delà de ces petites phrases, et des fois les phrases elles vont jusqu'à un commentaire sur la tenue qu'on porte, etc., qui sont en soi sympathiques, on va pas se le cacher, c'est toujours agréable d'avoir de recevoir un compliment, mais c'est quelque chose qui se passe pas à l'envers. Rarement on rencontre un homme et on lui dit waouh, tu es charmant aujourd'hui. Donc l'objet de la réunion du jour, voilà, c'est toujours un peu donc du coup c'est un peu déstabilisant. Alors, dans les pires situations, moi j'ai connu plein de situations, et j'avoue qu'aujourd'hui je prends beaucoup de recul et j'ai envie de dire j'en souris. Mais je crois que dans les pires situations, et là ça n'a rien à voir forcément avec le fait d'être une femme, mais c'est vrai que j'ai été face à un grand donneur d'ordre quand j'avais à peu près 30 ans, et sa manière à lui c'était de montrer un petit peu son autorité. Et c'est vrai qu'il était un peu violent dans ses propos, même si au fond c'était, je pense, un homme très sympathique, mais qui se rendait pas compte dans sa manière de communiquer, et surtout avec des sous-traitants. Moi j'étais sous-traitante, et il a eu une phrase qui était: moi, tant que le sous-traitant ne pleure pas, je considère qu'il fait pas du bon travail. Parce qu'il faut qu'il craque pour qu'il se rende compte, qu'il y mette en fait l'énergie et l'intention qui va faire que il va me livrer un travail conséquent, cohérent et de qualité. Et j'avoue que ça c'est une phrase qui je suis restée comme ça face à ce commentaire.
c'était qu'avec les sous-traitants ou est-ce qu'en fait c'est sa manière de voir et pour ses collaborateurs, collaboratrices aussi, ils doivent Je pense pleurer? qu'il y avait un côté de hiérarchie. Et alors, ça, on l'a compris, j'ai 44 ans aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Ça n'existe plus. Mais c'est vrai que il y a 10, 15 ans, moi, je suis à la croisée de deux mondes. Je suis rentrée dans le monde professionnel au moment où, quelque part, cette ancienne génération se permettait des commentaires, se permettait des positionnements qu'aujourd'hui, après tous les courants MeToo et puis de suite, et puis les réseaux sociaux, tout simplement, on peut plus se permettre, je pense, d'avoir comme ça de ce genre de phrases, de positionnement. Mais c'est vrai que ça avait été un moment, en fait, qui, moi, m'a profondément déstabilisée parce que je me suis dit, ça veut dire quoi qu'il faut qu'à cet instant, je me mette à pleurer pour qu'ils me prennent au sérieux. Sauf que, Hmm. comme j'ai quand même un peu mon caractère, bah, je l'ai pris à contre-pied. J'ai dit, mais non, mais attends, ça va pas quoi? Je vais pas pleurer. On est dans le monde du travail. Et je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai réussi à prendre quand même un certain recul, même si j'étais très en colère contre cet homme. Et au final, j'ai fini par quand même bien travailler avec lui. Donc, mais parce que, par contre, j'ai pris une autre posture. Voilà, une autre posture. J'ai la chance d'avoir plusieurs outils parce que au-delà de l'intelligence artificielle, j'enseigne aussi le yoga, la méditation, la relaxation depuis 15-20 ans, donc pareil depuis très longtemps. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai utilisé ces outils-là pour avoir une approche un peu différente. Ouais. Donc comment on fait alors si on est confronté comme toi à un client qui nous dit, enfin tant que le prestataire n'a pas pleuré, c'est qu'il fait pas du bon travail. Là, c'est quoi tes ressources yoga et méditation pour ne pas t'énerver? Et en fait, il faut pas aller. Alors déjà, il faut pas sortir son drapeau de féministe. Ça, c'est antiproductif aujourd'hui encore, même si forcément ça touche quelque chose en nous. Non, il faut être, je pense, justement un peu plus dans la mesure. Si en face, il n'y a pas de mesure, c'est à nous de prendre cette mesure et ce recul. Et même si c'est douloureux, ça fait mal, ben, il faut le prendre soit avec humour, soit en fait, il faut que ça passe, mais on ne réagit pas. Alors, ça, c'est une autre technique que j'ai appris dans le temps avec certaines de mes situations, c'est que le fait de pas forcément s'agripper à ce genre de message qui est sorti de je sais pas où ou à une remarque très personnelle et de faire ouais ouais puis bon passer au sujet d'après bon bah la personne en face se dit il n'y a pas eu l'effet escompté quelque part et donc du coup elle zappe aussi mais ça Hmm. c'est Et tu fais difficile d'aller semblant? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que vraiment tu t'en fous? Parce qu'en semblant fait, parfois, là, c'est le ouais. détachement. C'est pas semblant, Hmm, attention. C'est le détachement. hmm. Il faut toujours se dire, bon, bah, c'est un peu à la mode tourner sa langue dans sa bouche cette fois avant de parler. C'est un peu l'idée de ça. C'est-à-dire, t'entends et si vraiment ça t'a. En fait, si des situations comme ça, quand on donne des phrases un peu choc, un peu violentes, si c'est vraiment une grosse agression, on apprend en marchant. Moi, je ne suis pas encore à 400% bonne à cet exercice, hein, mais j'essaye de me dire, comme une situation voilà, qu'il faut un petit peu, puis quand on a managé des gens, on est face aussi à ça dans le sens inverse. Ça peut être aussi une agression qui vient de collaborateurs et de collaboratrices. Euh, il faut essayer de se dire, je prends, je ne réagis pas sur l'instant, donc je zappe. Mais par contre, si c'est trop violent, je reviens dessus après. Mais on a une autre dynamique parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir. Et Hmm. parfois, du coup, la manière dont on va réaborder la thématique. Donc, autant dire qu'à l'époque, je ne suis pas revenue sur le sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, un jour, 2 jours, une semaine après, je reviendrai en lui disant, voilà, tu sais, tu m'as dit ça. Alors peut-être que c'était sur le ton de l'humour. Moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Je l'ai au contraire pris comme une forte agression en fait. Et je pense pas que ce soit une bonne manière, voilà, et des bonnes bases pour nous pour travailler ensemble. Et ça me Hmm. fait penser, ça me fait penser à une autre situation que j'avais déjà évoquée avec toi. Euh, je crois qu'il y a eu un moment en fait.
de maturité dans ma vie professionnelle, il a fait que, comme j'étais beaucoup entourée, forcément, tu l'as compris, d'hommes et de remarques hors contexte, j'ai appris aussi à recadrer. Donc, je pense à une remarque une fois où on m'avait dit pareil, on est dans un apéro digital, ou je sais plus, on est un peu hors contexte d'une réunion, et quelqu'un me retrouve et me dit Oh Magali, ça fait plaisir de te voir, t'es toujours aussi charmante, et puis t'es toujours aussi engagée, et tout, blablabla. Et là, en fait, c'est la première fois où j'ai répondu direct en disant charmante peut-être, peu importe, mais engagée, oui, et encore plus. Et j'ai embrayé en fait sur voilà, tous les sujets pour lesquels on était là et les sujets qui me tenaient à cœur. En fait, sans m'attarder. Je l'ai simplement énoncé parce que j'avais besoin de prendre une posture en disant oui, oui, ok. En fait, le sujet, c'est pas ça. Donc Hmm. oui, ça fait plaisir, mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, il est ailleurs et rentrons directement dans la thématique et surtout, ne pas se laisser déstabiliser. En fait, on se rend pas compte, mais ce genre d'attitude, c'est déstabilisant. Et il faut pas. Et ça, c'est un truc, c'est vrai que malheureusement, bah, c'est nous les femmes, on est plus sujettes à ce genre enfin, à ce genre de situation et on doit faire un effort supplémentaire par rapport aux hommes pour ne pas se laisser déstabiliser. Bon, il y a des situations où les hommes sont déstabilisés aussi, hein, c'est pas ce que je dis, attention. Mais c'est vrai que dans un quotidien, et surtout un quotidien, ben, il y a majorité masculine, il y a beaucoup de, voilà, de commentaires, de blagues. Voilà. Puis alors quand on est dans un univers tech, là c'est pareil. Enfin, ils se rendent pas compte, quoi. Je rebondis sur le ils se rendent pas compte parce que moi justement il y a des hommes qui me posent des questions parce que ils ont envie de faire bien et puis ils me disent mais quand même c'est pas méchant, c'est un compliment, je vois pas pourquoi c'est une agression, enfin une micro-agression. Et qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là pour qui ces gens qui veulent bien faire mais qui disent ah mais elle est quand même bien sa robe, j'aimerais lui dire au début de la réunion. Oui, après j'entends, peut-être qu'il y a un bon moment pour le dire. Après j'entends que nous sommes faits euh, nous sommes en fait dans des rapports de séduction au quotidien, c'est l'homme et la femme, c'est comme ça. Je crois que ça, c'est social, enfin, c'est vraiment inconsciemment, notre inconscient collectif. Il doit y avoir, alors attention, quand je dis de séduction, c'est pas sexualisé, hein, mais il y a un rapport de sympathique, etc. Et donc, je pense que oui, dans les coutumes, il est toujours, enfin, ça c'est à l'ancienne qui est toujours agréable. On se doit, on va des siècles en arrière, on se doit de complimenter la dame. Donc Hmm. c'est vrai. Et Hmm. quelque part, ça fait plaisir. Je pense que l'agression, elle n'est pas dans le compliment, elle est dans le moment du compliment. Je crois qu'il est possible de dire ah t'as une jolie robe ou enfin je sais pas ou aujourd'hui t'as l'air vraiment rayonnante, mais il y a le bon moment de le dire. Voilà. Et c'est le même compliment en fonction de la situation, il peut être très bien pris comme il peut être en effet déstabilisant. Et je crois que c'est ça, c'est trouver le bon moment. Hmm. Mais si c'est ton chef ou ton client, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour ça? Je sais pas, ça dépend, C'est ça dépend. bizarre, non? Après, comme je dis, moi j'ai 44 ans, alors aujourd'hui, je me sens, enfin, je prends pas un compliment de la même manière que quand que j'étais jeune, fraîche, et que j'avais 27 ans. Enfin, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et puis les situations ont évolué et les manières de faire un compliment aussi. Je sais qu'aujourd'hui les hommes ils font quand même assez, enfin ils essayent de faire assez attention. Et puis ben voilà, quand on prend de l'âge aussi, il y a un certain respect qui fait aussi qu'on se permet moins de choses et que donc du coup, oui, c'est mieux présenté, c'est mieux dit. C'est Hmm. aujourd'hui, je pense que c'est mieux dit. Et puis bon, je suis tout à fait en capacité de l'accueillir avec sourire. Voilà, c'est vraiment, c'était plus difficile quand j'étais plus jeune. Alors, est-ce que Hmm. c'est
que je suis plus âgée? Est-ce que c'est la manière dont justement le positionnement de ces hommes par rapport à la manière dont ils me le disent? Est-ce que c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est transgénérationnel? Moi, j'ai connu plusieurs générations. Je suis née en 80, donc j'étais adolescente quand on était dans le boom de tout ce qui était fait au travail, mais qu'on n'avait pas le droit de faire. Je suis arrivée dans le monde du travail un peu quand on a commencé à mettre des règles. Et aujourd'hui, c'est sûr que je pense une jeune fille de 24 ans, le monde du travail a complètement changé et peut-être que du coup, puis le monde social a changé. Euh, on regarde des films de l'époque des années 90, des fois on se dit waouh, on se permettait des trucs, alors Hmm. que c'est public. Aujourd'hui, peut-être que ça passerait pas et que ce serait noté plus de 16, alors qu'en soi, on n'y voyait pas le mal dans les années 90. Donc je pense que, en tout cas, moi, ma posture, c'est que j'ai l'impression que comme je suis plus âgée, que j'ai un peu tout vécu, je prends un peu mieux les choses. Voilà. Oui, c'est ça. Et tu m'as dit aussi, il y avait peut-être une formulation qui était différente, des compliments, plus de respect. Donc est-ce que ça veut dire moins de respect quand tu étais plus jeune? Non, mais ça, je crois qu'aussi, nous sommes les propres fautives d'une certaine posture de on n'a pas confiance en nous. Et je suis certaine que quand j'étais plus jeune, j'arrivais dans des réunions quoi, avec une posture où j'avais beaucoup moins confiance en moi que je sais pas qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi, mais aujourd'hui je suis dans une technicité. Ça fait 15 ans que je travaille le même sujet d'intelligence artificielle et puis aujourd'hui ça fait 7 ans que je m'interroge sur la thématique de l'éthique autour de l'intelligence artificielle. C'est pareil, ça fait pas 4 mois, j'ai pas écrit une thèse l'été dernier, donc quelque part j'arrive avec déjà de l'expérience. Et l'expérience, ça change tout. Parce que l'expérience, en fait, on va pouvoir, par rapport à chaque situation, donc la posture, c'est on arrive, on écoute, mais ça fait toujours écho à quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vécu ou c'est challengeant. Et cette expérience, elle sert en termes de posture de femme. Là où, quand Mhm. j'étais plus jeune, n'ayant pas cette expérience, on est un peu comme ça, quoi. On arrive des fois sur des nouveaux thèmes, des grosses réunions avec beaucoup de personnes, des gens qui ont un discours, en plus dans la tech, quoi. On va avoir des discours qui sont très peu vulgarisés, surtout à l'époque. Aujourd'hui, on fait des efforts. Donc, avec tout un tas d'anacronymes, de machins, ils parlent vite, les techs ils parlent très vite, ils parlent vite et ils t'embrouillent avec plein de détails techniques pour être sûr que tu comprennes rien, quoi. Et toi, t'es là, Mhm. et du coup, c'est vachement. Et donc là, du coup, t'as une posture, tu te mets dans une posture déjà où ça se voit, je pense que ça se ressent dans son énergie, dans notre énergie, qu'on est moins sûr de nous. Et Ouais. Et pour toutes les femmes, notamment t'accompagnes l'égalité femmes-hommes dans la tech et le fait qu'il y ait plus de femmes dans la tech, pour toutes les femmes qui bah, justement viennent de faire leur reconversion ou les jeunes femmes qui démarrent dans la tech et qui du coup captent pas forcément tous ces détails techniques, est-ce qu'il y a une technique pour avoir l'air, s'imposer plus en réunion et avoir l'air confiante ou pour toi c'est que l'expérience qui fait alors, la confiance? encore une fois, il y a un changement aussi sociétal et ça, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est le mouvement aujourd'hui que je défends hein, avec Nova Tech de Numéum. Je défends le fait qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes et que justement, alors là, c'est un problème de culture et d'éducation. Faut qu'on arrête de mettre dans la tête de ces jeunes filles que parce que nous sommes des jeunes filles, nous sommes plus vulnérables, et donc on doit avoir, enfin ça nous met dans une situation de peu de confiance en soi. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes filles, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en votre compétence, en votre savoir. Vous êtes à équivalence d'un jeune homme. En fait, vous arrivez, on a les mêmes diplômes, on a les mêmes soft skills, voilà. L'expérience, elle vient après. Mais donc, à notre petit niveau, il faut accepter les limites aussi parce qu'il n'y a pas d'expérience, mais il ne faut pas être dans une situation où on n'a pas confiance et on pense qu'on n'est pas légitime. Il faut jamais se poser la question, et ça c'est un truc qu'on se pose tout le temps. Pourquoi c'est moi qu'on a appelé? Pourquoi on m'a recruté? Mhm. Oh là là, l'autre il aurait été meilleur, etc.
Moi, je t'avais partagé la première fois que j'ai été élue à un conseil d'administration. Ma première, enfin moi, hein, ma réflexion, moi, avec moi-même, hein, ça a été, ah bah ils m'ont élu parce que ça manque de femmes et donc ils m'ont élu parce que je suis une femme. Hmm. Et, et donc du coup, aux premières réunions, je n'osais même pas parler. Je disais finalement, je féminise là le tour de table, mais est-ce que j'ai vraiment ma place et puis on me la donnait pas forcément la parole jusqu'au jour où ben je l'ai prise. Et là, je me suis rendu compte que finalement on m'écoutait et que ça avait peut-être un peu de valeur. Et à partir de là, je me suis auto-rassurée. Et du coup, ben, c'était beaucoup plus simple pour moi et j'avais plus ces questionnements de légitimité, de ci, de ça. Hmm. En fait, elle était légitime cette place parce que oui, j'avais des choses à dire parce que oui, quelle que soit notre expérience ou quoi, justement, on apporte à l'équation, donc on a tous et surtout toutes des choses à dire et des choses intéressantes. Hmm. Et c'est ça que le monde du numérique et de l'IA a besoin aujourd'hui. On est une filière qui souffre de féminisation, mais parce que on souffre aussi d'un gros préjugé du geek à capuche et on se dit oulala, c'est quoi cet univers professionnel. En fait, le numérique, c'est pas du tout ça. Bah, y en a quelques-uns des geeks, mais comme partout. Mais c'est bien plus large, bien plus humain, bien plus intéressant. Et c'est vrai que, ben voilà, au contraire, on a toutes notre mot et notre vision à partager dans l'IA et dans le numérique. Je vais rebondir sur le mot de légitimité, parce que je l'ai entendu pas plus tard que la semaine dernière, une femme qui disait ah, mais en même temps, c'est normal qu'ils m'écoutent pas ou qu'ils me prennent pas en mes propositions, enfin, qu'ils expriment mes propositions parce que je suis pas légitime. Alors je dis mais pourquoi t'es pas légitime? Elle me dit bah, je suis la seule personne de l'entreprise qui travaille sur le sujet en question, mais je suis pas légitime parce que ça fait moins d'un an que je suis dans mon poste. Enfin, ça fait que un an que je suis dans mon poste. Je dis mais en fait à quel moment tu commences à être légitime et qui sera plus légitime que toi vu que tu es la seule personne qui est sachante sur ce seul sujet dans toute la boîte en fait. Et ça avait fait réagir toute l'assemblée qui disait non mais c'était une question qui l'a bridé énormément de se poser cette question, de se dire, d'être convaincu de cette croyance de je suis pas légitime pour l'instant. Je pense qu'elle est légitime jour 1 quand elle prend le poste. Mais déjà que c'est peut-être un red flag quand on commence à se poser cette question et de se dire ok, je me pose cette question. En fait, c'est une question à la con parce que je suis légitime, j'ai le poste. Il faut que je me dise que je suis légitime. En fait, c'est Il faudrait qu'on supprime ce mot légitimité. En soi, c'est ça. Que, il y a il y a deux axes. Il y a l'humilité. Et ça, par contre, je trouve que quand on arrive et qu'on est jeune diplômé, parfois, justement, les hommes en manquent beaucoup. Il y a l'humilité. Et ça, c'est important. D'avoir l'humilité de dire, ça fait qu'un an que je suis sur ce poste et je manque hmm. peut-être en effet de recul et d'expérience, mais j'ai quand même un savoir, je suis en train de me spécialiser dans une thématique, donc là où peut-être vous, vous avez pris 5 minutes à lire un document, moi, ça fait 6 mois que je bosse dessus. Ah, Hmm. donc, et là, on se spécialise. Et peut-être qu'il Hmm. faudrait arrêter de parler de légitimité, qui est un mot bloquant d'une manière culturelle et qui est bloquant pour les femmes, et parler de spécialisation et d'expérience. Oui, on n'a Hmm. pas l'expérience en un an. Et là, d'ailleurs, ça me fait marrer tous ces experts là qui pleuvent sur le monde, enfin sur le web et sur LinkedIn, etc. Des jeunes de 20 ans qui se disent experia parce que ils ont appris à prompter. Et, voilà, c'est ça, c'est pas de l'expertise, c'est pas de l'expérience, c'est de la spécialisation. Je Hmm. préfère qu'ils disent je suis spécialiste parce que je creuse le sujet du prompt engineering, je creuse le Hmm. sujet de l'agent IA. Donc, je me spécialise. L'étape Hmm. d'après, c'est je deviens expert, mais expert, ça demande de l'expérience. Hmm. Voilà. Et il faudrait arrêter de parler légitimité et peut-être que ça changerait beaucoup de choses. Parce que Hmm. finalement, ah bah oui, tu fais des études et tu fais une année de spécialisation, c'est bien ça. Tu te rajoutes une Hmm. spécialisation. Je crois que Hmm. bon, c'est une idée qui me vient, tu vois, j'avais jamais réfléchi comme ça. Et là, peut-être que c'est quelque chose que je vais développer, tiens. Bah, très bien, ouais, parce que c'est.
Voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous demandez si vous êtes légitime ou pas, je pense qu'il faut tuer la question. C'est une question con, ça Complètement. n'existe pas, ça n'existe pas. Vous êtes tous légitimes sur le sujet, peut-être pas Mm. encore experts, mais légitimes. Ouais. Est-ce que tu as d'autres expériences difficiles ou qui t'ont mis mal à l'aise au travail que tu pourrais nous partager? Alors, bon, comme on est là un peu à partager tout, alors je vais pas partager ma liste, voilà, parce que forcément, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai vécu pas mal de situations complexes au travail, du fait que j'étais une femme. Alors, j'ai vécu des situations complexes déjà par rapport à mes grossesses, surtout la première, par rapport à mes retours de grossesse, par rapport à même mes prises de parole dans le monde professionnel. C'est vrai que euh, j'ai pas forcément, ça n'a pas toujours été facilitant. Alors, quand je dis les grossesses, j'en partage une. C'est vrai que lors de ma première grossesse, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est que j'étais sous-traitante de sous-traitante, pareil. Et donc, quand je suis tombée enceinte, mon chef direct m'a dit ah bah faut pas en parler tout de suite, on va poser les choses et tout parce qu'il y avait une évolution et on était en train de créer une mission à profil qui correspondait vraiment à mon profil par rapport vraiment à ce que j'avais fait dans cette entreprise. Et ils avaient besoin d'une sorte de médiateur entre le monde tech et le monde du métier. Et, il y avait donc cette grosse mission, ce poste en fait qui se créait sur mon profil. Et moi je tombe enceinte. Et donc il me dit attends, je vais leur dire au bon moment, mais et puis ce moment arrive jamais jusqu'à ce que je parte 3 semaines en vacances et que je Tu revienne. accouches? Et que là, disons que comme je savais qu'il fallait que ce soit caché, j'ai fait un déni de grossesse quand même. Donc personne n'a vu que j'étais enceinte jusqu'à 4 5 mois parce qu'il Mm. fallait que je le cache, donc mon corps le cachait, et puis je partais en vacances, et là c'était youpi lélé, et je suis revenue, ah bah là, on pouvait plus passer à côté. Et du coup, eh bien en fait, j'ai été face à une violence terrible, où on m'a dit, bah très bien, tu prends tes affaires, et demain t'es plus là. Qui a dit ça? Et ben la mission dans laquelle j'étais, voilà. Oui, parce que tu Donc, disais sous-traitant de sous-traitant. Alors. donc je me suis retrouvée en intercontrat, en télétravail, toute seule chez moi, ça a été horrible. Parce que j'étais enceinte. Alors qu'en soi, Mm. mon congé mater commençait bien plus tard. J'étais en Mm. pleine forme, donc j'avais encore du temps. Et que la stratégie, on avait mis en place des choses pour que, en soi, on oublie qu'une femme enceinte, elle part pas si longtemps que ça, hein. Alors, elle part Mm. longtemps si elle décide de prendre un congé parental et tout, mais c'était pas du tout mon cas. Mm. En plus, j'étais jeune, et Mm. puis j'avais envie de travailler. Mais ça m'a. Et du coup, quand je suis revenue de mon congé mater, bon, bah, c'était une nouvelle mission, un nouveau client, mais surtout, je suis arrivée avec cette peur au ventre des femmes enceintes qui reviennent, et où, là, pour le coup, on parlait de légitimité, tu as l'impression que tu sais plus rien, et bon, ça revient vite, mais en fait, il y a un cadre, je crois qu'il y a un cadre d'accompagnement autour de la grossesse et de désacralisation. C'est pas parce qu'on est enceinte que d'un coup on est plus compétente, qu'on est plus. Non. Alors je pense que ça aussi ça a changé parce que ma première fille elle a 10 ans, donc c'était il y a 10 ans. Mais il y a, il y a, il faut arrêter de. Voilà, il y a beaucoup de thématiques autour de la femme dans le monde du travail qui fait que ça nous met dans des situations où on se sent mise de côté. Et oui, il faut aller chercher les enfants à l'école. Bon, bah alors si elle peut pas faire de réunion entre 17 et 19 heures, bon, bah peut-être que on la met pas sur ce projet. En fait, il Mm. faut arrêter tout ça. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est enceinte, on n'a plus le temps de travailler. Il faut accompagner le retour de grossesse parce qu'au contraire, les femmes, elles ont très envie de se remettre à travailler. Donc, il faut l'accompagner de la même manière qu'un profil en reconversion. Quand on prend quelqu'un en reconversion, on doit un peu le bichonner pour que ça fonctionne. On doit le garder, on doit l'accompagner, on doit le former. Et il y a un process comme ça d'accompagnement. C'est pas juste on le recrute, surtout en plus quand c'est des femmes. C'est pas juste on la recrute. Non, on l'accompagne. Et voilà. Mm. Et je pense qu'il y a encore une dimension sociale en entreprise
même si je pense qu'elle est beaucoup plus, elle est mieux présentée, mieux organisée aujourd'hui, mais il y a encore ces sujets-là. Et j'avoue que bah, de chacune de ces expériences, on va dire, on se relève toujours plus forte, hein. On se relève toujours plus Mm. forte, mais ça reste comme quelque chose qui a un peu entaché sa carrière professionnelle. Voilà. Et c'est dommage Mm. Des épreuves. une grossesse à une épreuve professionnelle. C'est un peu dommage, quoi. Mm. Mm. Et T'aurais eu bon, besoin de quoi en revenant? Quand tu as dit être accompagné comme une personne en reconversion, ça aurait été quoi pour qui t'aurait mis à l'aise, qui t'aurait aidé à reprendre? je pense que j'aurais aimé que ça se passe comme ça s'est passé là. Alors là, je viens d'avoir un autre bébé. Bon là, j'ai ma propre entreprise, donc c'est différent. Mais par rapport à ma relation avec mes clients, je suis revenue, j'ai laissé un message en disant je suis de retour. Bah, en fait, c'était ok, ça s'est passé comme c'est comme si la coupure ne s'était pas faite. C'est de suite, ah ben ok, bon allez, on te laisse le temps, on remet un peu les sujets, voilà, on aimerait reparler de ça, ça, ça et ça, relancer telle mission. En fait, j'aurais aimé que ce soit qui est peut-être accompagné avec un planning, avec pas de pression, de résultats de suite dans les semaines qui viennent, et un accueil de bienveillant, en fait, voilà, un peu de bienveillance. Et puis là, pour le coup, il y a 10 ans, je changeais complètement de thématique là. Je passais sur alors je codais à l'époque donc sur un langage et ben là je devais coder dans un autre langage. Je vais faire donc et d'un coup on m'a dit bon de toute façon tu sais tout coder donc vas-y. Mais ça faisait 5 ans que je codais dans un langage et que là il fallait d'un coup c'était je me suis mis une pression toute seule en fait et j'aurais aimé Hmm. avoir un peu moins de pression voilà peut-être. Ok, d'accord. Peut-être pas de pression de résultat immédiatement après ton retour, et puis te sentir accueilli, attendu éventuellement quand tu Ouais. reviens, comme tu l'as expliqué avec tes clients. Super. Tu nous as parlé, pour la partie répartie, tu nous as parlé de situations où, grâce à la méditation et au yoga, tu arrivais à ignorer totalement ce qui se passe. Et tu nous as dit de moments où tu réagissais de manière plus ferme. Est-ce qu'il y a d'autres manières de répondre qui marchent bien pour toi? Bon, il y a toujours l'humour. Je pense que aujourd'hui, il y a, je pense que la dérision et l'autodérision, ça reste un moyen intéressant. Voilà. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez souriant. Je suis bon public à l'humour, et donc, oui, il y a aussi cette manière pareil, de décrypter de manière un peu plus comique, ce qui fait que ça met pas une lourdeur dans la situation et voilà il y a un auto-sourire c'est convivial et puis on passe à autre chose. Il y en a d'ailleurs leur manière d'être à l'aise et en utilisant beaucoup l'humour c'est une manière aussi c'est un masque hein, c'est une manière de se sentir légitime aussi et au-delà en fait d'avoir des mécanismes, je crois qu'il faut apprendre à décrypter l'autre. C'est ça le plus difficile. Dans toutes ces situations, c'est réussir très très rapidement à analyser la situation et à décrypter l'autre. Et à se dire, est-ce qu'il dit ça vraiment par sympathie et par convivialité? Est-ce qu'il dit ça parce que c'est sa manière justement lui d'être à l'aise et de se sentir légitime? Parce qu'il peut y avoir aussi des vraies agressions, des choses désagréables. Là, on était dans, on va dire, la thématique plutôt sympathique de je te dis que t'es charmante et tout, mais il y a aussi des vraies Hmm. agressions de personnes qui sont violentes, qui ont des mots violents. Est-ce qu'il est vraiment violent contre moi ou est-ce qu'il est violent parce qu'aujourd'hui il a cette violence et qu'aujourd'hui il n'est pas bien, qu'il y a tellement de... Alors, finalement, on devrait tous avoir les accords Toltec au travail affichés et s'y référer. Oui, c'est une bonne inspiration des accords Toltec. Alors, tu dis qu'effectivement, la personne qui peut être violente, c'est pas forcément contre nous, ça peut être parce qu'elle passe une mauvaise journée. Cependant, il y a des gens qui passent quand même beaucoup de mauvaises journées. euh, et ça peut être une idée de poser des limites et de dire non. Enfin, comme tu as dit tout à l'heure avec la personne que tu suggérais de faire avec la personne qui disait faudrait que les personnes pleurent, dire tu aurais pu dire c'est pas un bon cadre de collaboration aujourd'hui, ça va pas fonctionner pour qu'on travaille bien ensemble si on part sur ces bases-là. Et c'est
je comprends quand on utilise la CNV, quand on est très zen et quand on utilise la Cortotech de se dire ok, ça parle pas de moi, mais ça reste quand même très inconfortable et je veux pas forcément faire vivre ça à Mm. moi et à mes équipes, que les Bien personnes sûr. se comportent comme ça. Non. Mais après, le problème, c'est que c'est les relations humaines qui sont complexes. Les relations humaines, et donc au Mm. travail, sont encore plus complexes parce qu'il y a tellement des enjeux. Des fois, il y a des enjeux hiérarchiques, il y a des enjeux vraiment de performance d'entreprise. Des fois, on n'est pas au courant, mais peut-être que l'entreprise est en train de s'effondrer et que les collaborateurs, les collaboratrices ne le savent pas pour les protéger, et que Mm. donc les managers sont beaucoup plus rudes. Alors, j'essaie pas de défendre le côté patronal, mais je crois qu'il y a souvent des choses qui nous échappent. Voilà, il y a des choses qui nous échappent. Et après, peut-être qu'il y a une intelligence collective qui nous échappe aussi. Alors, moi, je travaille beaucoup sur la culture éthique en entreprise. Voilà, ma spécialité, c'est l'éthique. L'éthique de l'intelligence artificielle particulièrement, donc du numérique. Mais pour pouvoir comprendre quel grand principe éthique dans son quotidien métier on doit s'appliquer, il faut déjà comprendre ces grands principes éthiques. Il faut, au-delà de se dire oui, oui, j'ai vu le principe de non-discrimination, mais qu'est-ce que ça sous-entend derrière? C'est quoi la définition de la non-discrimination? C'est quoi les exemples concrets et sans que tu t'en rendes compte? Et c'est un peu ça aussi que tu as à l'école aujourd'hui. Ils travaillent sur tout ce qui va être harcèlement. Mais c'est Mhm. intéressant parce que c'est pas que le mot harcèlement. Le mot harcèlement, et donc le harcèlement au travail, c'est pareil. C'est un mot. Mais c'est quoi la définition derrière et c'est quoi la mise en situation? Et peut-être que si on était un peu plus tous formés sans partir du principe que c'est du bon sens et que donc on agira bien, peut-être que si on avait tous cette culture finalement éthique et sociale, et ça devrait être des ateliers obligatoires en entreprise. Ouais, ça devrait être obligatoire pour qu'on comprenne, c'est toujours pareil. L'agresseur, dans la majorité des cas, il s'est peut-être pas rendu compte qu'il a agressé quelqu'un. Et quand on lui explique, mais quand on lui explique, il dit ah oui pardon, ah mais je l'avais pas du tout vu comme Mm. ça. Voilà. Et je Mm. crois qu'il y a vraiment une culture. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast parce que c'est pas toujours. Voilà, je raconte des histoires que j'ai connues dans le passé qui sont pas forcément agréables. Est-ce que j'ai vraiment envie que la terre entière sache que j'ai vécu ces choses-là? Oui, non. L'intérêt pour moi de les partager, c'est pas de faire pleurer les chaumières du tout. C'est plutôt de se dire bah voilà, oui, on est tous pareils, on est toutes pareilles, on vit toutes des situations et tous finalement des situations complexes au travail à un moment donné de notre carrière. Alors bon, après on a plus ou moins de chance et on en vit plus ou moins. Mais l'idée de partager, c'est de dire c'est pas pour autant que ça m'a écroulé. J'ai pas fait Mm. de burn-out, j'ai pas fait tout ça. Non, c'est à chaque fois, euh, ouais, tu l'as dit, une épreuve, une expérience, et surtout, ça nous apprend à essayer de mieux réagir la fois d'après. Voilà. Et Mm. malgré tout, je reste moi sur mon idée du recul. J'essaye vraiment de me l'appliquer au quotidien. Quand il y a quelque chose, je vois que quand il y avait quelque chose qui me contrariait, que j'appelais de suite dans la foulée, ben, c'était moins productif que Mm. Ok, donc de attendez. différer. Ouais, Différer la réponse. Ok, différer la réponse. C'est comme ça que tu arrives à te calmer éventuellement. Parce que tu vas pas avec des gens, alors peut-être plus poker face que moi, mais moi par exemple, ça se voit tout de suite quand, quand quelque chose m'a touché. C'est pas forcément simple d'ignorer de tout son corps. C'est-à-dire, tu peux ignorer avec tes mots, faire silence, mais par contre, on n'est pas toujours très cohérent physiquement en ignorant. et, la contrariété, la tristesse, on peut avoir les larmes qui nous montent aux yeux. Ça, c'est humain en fait, c'est humain. Mm. C'est parce qu'on réagit avec émotion. Et comme je le disais, on est obligé de garder, même si c'est difficile, parce que d'un côté, on se dit on est dans un monde professionnel où on doit essayer justement de prendre du recul, etc. Mais on reste des êtres vivants humains et
ce qui fait qu'on est vivant et surtout humain et humaine, c'est nos émotions. D'ailleurs, c'est ce qui ferait que l'IA ne sera jamais humaine. Euh, c'est nos émotions et nos émotions, bah oui, on peut être, enfin, on peut avoir les larmes qui montent aux yeux, on peut avoir, enfin, dans des situations complexes, on peut devenir, il y en a qui deviennent tout rouges, il y en a, oui, oui, mais oui, il y a le langage du corps. Après, c'est toujours pareil, quelle est la bonne intelligence en face pour se rendre compte de l'impact, si en plus ça se voit. Mais là, ça ne nous appartient plus à nous. Moi, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas manipuler la réaction de l'autre. Et de toute façon, s'il a décidé d'être méchant et désagréable, surtout si c'est dans des moments de colère, même professionnelle, c'est difficile de désenclencher le truc, quoi. Donc, la meilleure des solutions, c'est de surtout ne pas en rajouter et essayer de se dire, on reviendra dessus plus tard. Mais sur l'instant, en tout cas moi, là-dessus, j'ai pas plus de clés. Et d'ailleurs, les enseignements yogi, c'est ça, hein, c'est prendre le temps. Prendre le temps. Toujours. Essayer de prendre le temps. Et je le dis, hein, c'est une application du quotidien et c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, même dans sa vie personnelle. C'est pas toujours facile. Mais voilà. Est-ce que tu aurais des personnes qui t'inspirent, justement, tu as parlé des yogis, des personnes ou des ressources que tu pourrais nous conseiller pour creuser ces aspects-là qui t'inspirent? Alors, moi, j'ai beaucoup d'inspiration, mais comme tu m'as contacté dans le cadre des femmes du numérique, hein, de Nova Tech, et dans le monde, en tout cas, des positionnements des femmes, et justement de notre légitimité, et tout ça, la personne que je trouve la plus inspirante, c'est Elisabeth Moreno. Voilà. J'adore à chaque fois qu'elle prend la parole, elle est écoutée parce que justement, alors, elle aussi, on va dire, elle a son histoire qui fait que elle est légitime de dire tout ce qu'elle dit, et donc, mais elle a une manière engagée et concrète de nous dire à toutes, mais vous avez votre place. Et comme elle défend le numérique, elle nous dit, mais vous avez votre place au numérique, mais vous... Et elle parle aux hommes, et c'est ça aussi, elle leur dit, mais arrêtez arrêtez d'avoir des discours machos et de penser que avec préjugés, avec... Non, les femmes, elles ont leurs compétences, il y a autant de droits, c'est égalitaire, et elle le dit avec une telle puissance que je trouve qu'elle est extrêmement inspirante, et c'est vrai que ça rebooste des fois, hein, de se mettre un petit coup d'Elisabeth Moreno là sur YouTube ou ça, en tout cas dans le monde de l'IA et de la tech et du numérique, je trouve que c'est à chaque fois une bulle inspirante, très très inspirante. Ok, merci beaucoup pour ce conseil. Alors, si on avait une seule chose à retenir de cet échange, Magali, qu'est-ce que ça serait? Ne vous laissez pas décourager. Soyons en fait, et nous les femmes, hein, curieuses de tout, de la vie professionnelle, des sujets, des carrières. Je veux pas trop utiliser le mot ambition parce que le mot ambition, je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'un peu négatif derrière, un peu je sors les dents pour être ambitieux, mais moi je parle de curiosité et ne nous laissons pas attaquer, voilà, par toutes ces choses et ces petites agressions du quotidien. Essayons de réussir à prendre toujours ce recul et cette maturité parce que c'est des petites gouttes d'eau là sur une carrière, un projet. Faut pas que notre expérience professionnelle soit entachée de ça. Non. Donc passons au-delà de ça. Et moi mon message c'est ça, c'est de dire voilà, aujourd'hui j'ai encore plein de choses à faire et je ne porte pas les stigmates de ce qui s'est passé. Donc il faut pas être en victime, faut pas être non, il faut prendre du recul. Merci beaucoup Magali pour tes conseils et tout cet échange. Pour tous les auditeurs et les auditrices qui suivent ce podcast, si vous voulez muscler votre répartie, n'hésitez pas à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée Magali, à bientôt. À bientôt.